créatif. Après Batman Begins, beaucoup étaient très excités par l'attente d'une suite. Mais avant ça, Nolan voulait faire un autre film avant de retourner vers l'homme chauve-souris. Ce qui est normal, le succès presque religieux de Batman Begins lui a donné un feu vert ultimate de la mort qui explose sa race, et généralement, les réals qui enchaînent mécaniquement les films d'une même saga arrivent rarement à faire quelque chose aussi bien que l'original, donc un peu de recul est acceptable. Donc, c'est quoi ce film ? Batman vs Wolverine! Bon, ok, ce n'est pas vraiment ça le film, mais Christian Bale dans un film où il affronte Hugh Jackman, accompagné d'Alfred et de la Veuve Noire, en passant par David Bowie et Gollum, le tout par le réal préféré de tous les geeks de cette époque. Ouais, il y avait pas mal de fantasmes autour de ce film. Le film se déroule à Londres, au 19e siècle. Michael Caine nous explique les règles des tours de magie. Un tour est en 3 actes. La promesse, qui montre un objet d'apparence ordinaire. Le tour, qui fait faire à l'objet quelque chose d'extraordinaire, où on a beau chercher la solution, on ne la trouvera pas, probablement parce que dans le fond on veut pas savoir, on veut être pris par la magie du tour. Et enfin, il y a la conclusion, le prestige, le moment où l'objet disparu réapparaît pour être accueilli par un tonnerre d'applaudissements. On retrouve Caine lors d'un tribunal, celui d'Alfred. Pas Caine, Bale, Mais enfin, c'est le tribunal de Borden, accusé du meurtre du magicien Robert Angier, joué par Hugh Jackman lors de sa prestation. En prison, Borden reçoit un cadeau de la part d'un certain Code Lao, qui s'intéresse au tour de Borden. En gage de bonne foi, il lui remet le journal d'Angier, où il raconte le déroulement de son voyage en Amérique et ses découvertes dans un journal qu'il a volé à Borden. Donc on a Borden qui lit le journal d'Angier, qui lit le journal de Borden. Donc on a 3 lignes temporelles, mesdames et messieurs, accrochez-vous bien. Donc on suit le destin de ces 2 magiciens, autrefois amis et collègues en tant que faux spectateurs pour faire marcher un tour, supervisés par Cutter, joué par Michael Caine. Une série d'incidents emportant la femme d'Angier et de confrontations douloureuses fait naître une certaine rivalité entre les 2 magiciens, tandis qu'ils gagnent en popularité chacun de leur côté, et que Borden forme une famille avec sa femme Julia, jouée par Piper Perabo, et leur fille Jess, qu'il met à l'abri du besoin grâce à un tour révolutionnaire. Un tour qu'il a mis au point avec son associé le mystérieux Fallon, l'homme transporté. Un tour où il entre dans une armoire et réapparaît dans une autre armoire de l'autre côté de la salle d'un claquement de doigts, ce qui inspire son rival. Et le reste du film est un gros concours de celui qui est le plus gros enfoiré des 2. Et après que Borden ait accidentellement tué la femme d'Angier, il se pointe à l'enterrement pour dire qu'il se souvient pas comment sa mort s'est produite. Pas mal pour un début. Et on attend encore de voir les vrais connards. Ah, saboter le tour de l'autre en lui faisant sauter 2 doigts, bon début. Mais pour l'instant, c'est légitime. 1. Saboter le tour d'Angier en fracturant la main d'une spectatrice, détruisant sa réputation. Bien. Oh, copier le tour de Borden. Bon rattrapage de la part d'Angier. Oh, saboter le tour d'Angier en le ridiculisant par sa doublure, le tout en faisant de la pub. Angier a du boulot à faire pour égaliser cet enfoiré. Voler le journal de Borden ? Faible. Ah, mieux, kidnapper Fallon et l'enterrer vivant pour soutirer le secret du tour de Borden. Quel enfoiré. Mais, Borden l'a piégé, l'a envoyé plusieurs années à l'étranger à la recherche d'un secret imaginaire pour rien. Sacré coup de pute, bien calculé, mes félicitations à cet enfoiré.
J'espère pour lui qu'Angers ne va pas se venger en apportant un nouveau tour qui surpasse le sien et un plan particulièrement psychopathe pour l'illuminer. Oh, il l'a fait! Il l'a fait! Il se fait passer pour mort et il fait porter le chapeau. Comment il peut accomplir cet exploit de pur fils de pute? Oh oh! Et en plus, il va avoir la garde de sa fille, le forcer à donner le secret de ses tours pour s'en débarrasser et montrer qu'il s'est fait baiser un donf avant de le laisser dans le couloir de la mort. Il doit être fier de son acte de pur... Oh! Mais ça ne s'arrête pas là. Borden a un dernier tour dans son sac. Que peut-il bien faire pour contrer le challenger de connard attitude? Oh oui! Magnifique! Révéler qu'il avait un frère jumeau qui s'est déguisé en Fallon depuis le début pour réussir son tour avant de le tuer. Vengeance légitime, donc bien que Borden s'en sorte vivant, le titre de gros connard d'enfoiré de fils de pute revient à Angers. Dommage qu'il puisse pas en profiter. Donc ouais, vous avez saisi le truc, c'est un maelstrom de rivalité qui emporte l'entourage de ces personnages. Les trois lignes temporelles ne sont pas si dures à suivre que ça en a l'air. Comme pour Memento, vous comprenez au fur et à mesure comment reconnaître le présent, le passé ou le futur. C'est un puzzle qu'on finit par reconstituer automatiquement. Les scènes où Angers et Borden mènent la compétition sont de la première ligne, les scènes où Angers est en Amérique à parler avec Andy Serkis et Tesla se passent dans la deuxième, et la période où Borden et tantôt les cutters aident le juge à voir clair dans cette histoire est la troisième ligne. Ah et oui, Tesla, le célèbre chercheur, est dans ce film, et il est joué par David Bowie. Borden a fait croire à Angers que le secret de son tour, l'homme transporté, serait lié à Tesla et à une de ses inventions, alors qu'en réalité, l'invention de Tesla ne faisait que décor. Donc Angers prend sa fortune et part en Amérique pour une longue période où il va essayer de convaincre Tesla de lui faire une machine qui lui permettrait de faire ce qu'il a prétendu faire durant toute sa carrière, de la vraie magie. Tesla essaye donc de lui faire une machine de téléportation à base d'électricité alternative. Ce qui lui cause quelques problèmes de copyright avec Thomas Edison qui lui mettra des bâtons dans les roues. Au final, Tesla n'a pas réussi à fabriquer une machine à téléportation, mais une machine à clonage qui reproduit instantanément un objet ou un être vivant. Angers s'en servira pour sa dernière version de l'homme transporté en se reproduisant à chaque numéro, et en mettant un système qui tue celui qui tombe dans la trappe. Et c'est ainsi qu'il a piégé Borden en lui faisant porter le chapeau de sa mort. Mais ce n'est pas ça le twist final. Le twist devient prévisible à un certain moment du film. Déjà qu'on comprend qu'Angers est toujours en vie dès que l'on comprend le fonctionnement de la machine de Tesla et ce qu'il en fait, mais on comprend aussi que Bell a un frère jumeau pour son tour, et ce bien avant que l'on découvre qu'Angers est en vie. Au début du film même. Mais bon, pour être honnête, ça c'est en partie à cause du doublage français qui a eu la stupide idée de ne pas altérer la voix de Fallon pour enlever la ressemblance avec celle de Bale. Oh, nous n'avons pas été présentés. Ah, Monsieur Fallon, mon ingénieur. Et comment avez-vous eu tout ça? Des dons, des prêts, et ce que je sais. Et même avec ça, on suspecte que Kane a raison sur le double pour l'homme transporté, et les discussions avec la femme de Borden qui dit qu'un jour il l'aime et le lendemain non, on finit par comprendre ce qui se trame. Donc on peut reprocher l'inutilité du montage à la fin, où on montre chaque détail organisé et douloureux de cette double vie. Mais moi, j'aime ce genre de montage. C'est un sympathique récapitulatif de cette sombre histoire et le montage est excellent. J'adore ce genre de montage. Et il faut être une vraie brêle pour rater ce genre de montage au point que je l'aime pas. Oui, je parle de toi, Shoemaker. Comme vous pouvez l'imaginer avec cette histoire, les performances sont excellentes. Hugh Jackman en tête, qui joue un parfait enfoiré obsédé par la vengeance, la compétition et surtout la gloire. Prêt à crever plutôt que d'être l'homme dans la boîte, celui qui disparaît pour passer à côté de l'ovation. Le fait qu'il se tue à chaque prestation montre à quel point ce mec est déterminé à être meilleur que Borden. Ça ne te ramènera pas ta femme. Je me fiche de ma femme, je veux son secret. Bell aussi est excellent, évidemment. On s'attache à lui, mais on est aussi fasciné par sa façon de penser et ce qu'il cache, même si on comprend ce qu'il cache à un moment de l'histoire. Le clou du spectacle juste sous nos yeux, voilà pourquoi nul ne trouve sa méthode. Un dévouement total à son art. Le plus grand des sacrifices. Vous voyez ? C'est le seul moyen d'échapper à tout ça, n'est-ce pas ? C'est un grand passionné de la magie, un artiste qui croit en ce qu'il fait et qui est prêt à tout pour le défendre. Milton a eu du succès, si on veut bien l'admettre, et maintenant il a peur et veut même plus prendre le moindre risque. Tout ce qu'il fait, c'est abuser la bonne volonté du public, avec ses vieux tours. Vieux tours adorés du public. Un vrai magicien essaie d'inventer quelque chose de nouveau. Ils te supplieront et ils te flatteront pour ce secret, mais dès que tu leur auras livré, tu ne seras plus rien pour eux. Tu comprends ? Plus rien. Le secret n'impressionne personne.
Le truc que toi seul connais. C'est lui le vrai trésor. Il est tellement doué qu'il arrive à trouver le secret d'un tour juste en regardant le spectacle de la 5e rangée, au moins. Son tour est épatant. Il disparaît et réapparaît instantanément de l'autre côté de la scène, muet, avec un excès de poids. Et si je ne me trompe, imbibé d'alcool. C'est incroyable, comment fait-il? Scarlett Johansson n'est pas exceptionnelle, mais en même temps, elle n'est qu'un pion dans le jeu de Borden et Angie. Par contre, Piper Perabo est pas mal du tout. Elle est sympathique, douce, mais aussi triste et en peine de vivre cette existence douloureuse. Kane, comme à son accoutumé, est très classe et attachant. Mais en me revoyant dernièrement le film, il m'est venu une idée. Et si c'était lui le gros salopard de manipulateur de l'histoire? Si on y réfléchit, Kane semble manipuler Borden et Angie pour que les deux entrent dans une compétition qui les pousseront à se surpasser. C'est lui qui a recruté Borden pour le tour où lui et Angie font de faux spectateurs et les a amenés à faire compétition dès qu'il leur a proposé de prouver leur valeur en comprenant le secret d'un tour. Tour qui consiste à donner tout son être pour la scène. Vous êtes un magicien, pas un sorcier. Vous devez vous salir les mains si vous voulez réussir l'impossible. Et comment Borden a compris comment saboter le tour de la cage d'oiseaux le jour de la première? À part le mécanicien, personne ne saurait. Et le deuxième sabotage, rien ne prouve que ce soit Johansson qui ait tout balancé à Borden, mis à part les dires de Borden qui peut très bien mentir pour humilier encore plus Angie, et Cutter qui ne fait que le suggérer, mais peut-être dit-il ça pour se couvrir. Et Kane a montré son mécontentement vis-à-vis de la doublure d'Angie, de son comportement et de son appât de gain, et Angie qui refuse de le remplacer et donc d'annuler le tour à cause de ça. Donc pour le punir de son arrogance qui allait le mener à sa perte, il a accéléré le processus pour que la chute soit moins catastrophique, et a donc prévenu Borden où se trouvait la doublure pour qu'il puisse saboter le tour. Bon, après on peut dire que c'est Johansson qui est tout balancé à propos de la doublure, mais ça ne résout pas l'autre question. Comment Borden a-t-il pu infiltrer la scène au point d'accrocher la doublure en haut de la scène, enlever le coussin de sécurité d'Angie et arriver sous la scène en costume de scène? Pour ça il faut le mettre de la sous-scène pour accomplir ça. Et puis, même si on se doute que c'est pour renforcer le twist, vous n'avez pas trouvé ça étrange qu'on n'ait pas eu le moindre signe que Kane ait contacté Borden pour tuer Angie et récupérer sa fille? Cette scène reste dans l'ombre, donc qu'est-ce qui dit que les autres trahisons de Kane ne se font pas aussi dans l'ombre? Ça rend son personnage plus fascinant vu comme ça. Le mec qui voulait juste faire de ces deux-là les plus grands magiciens au monde en les faisant s'entretuer pour qu'au final ils se rendent compte que c'est allé trop loin et mettre un terme à ce maelstrom. C'est peut-être moi qui me gourre, mais reconnaissez que c'est assez logique et que ça expliquerait certaines choses très étranges dans l'histoire. Andy Serkis et David Bowie ne font pas grand chose, mis à part être ces étranges créatures entre la magie et la science. Mais ils sont très efficaces, et l'univers fantastique qui les entoure les rend plus fascinants. Le montage est toujours dans le style de Nolan, il est très efficace, et même si vous trouvez le montage de révélation finale inutile, ça reste une très belle scène. La réal est toujours très télévisuelle, mais on sent que Nolan commence à bien capter quelque chose avec la mise en valeur de la scène théâtrale. La mise en abîme est cette fois exploitée à son maximum dans ce film, ce qui n'est pas étonnant vu le sujet du film qui est un art assez similaire au cinéma, avec le maître de la scène qui est entre le réalisateur et l'acteur, la belle femme pour attirer les hommes, les techniciens qui s'occupent des effets spéciaux et de la mécanique de la réalisation, les producteurs qui sont pas toujours d'accord avec ce que le réal fait, et bien sûr le reste du casting qui récolte la gloire du réal, ce qui irrite et obsède ce dernier, qu'il en vient à jalouser son rival, qui a plus de talent et une parfaite osmose entre le réal et l'acteur, ce qui bien sûr nécessite des sacrifices douloureux. Et il y a bien sûr la tentation de recourir au vrai pour l'art, ce qui résulte à des actes horribles. Beaucoup se plaignent de la surutilisation d'effets spéciaux dans le cinéma, mais l'alternative aux effets spéciaux serait monstrueuse. Ce serait une collection de cadavres pour faire un truc qu'on ne doit que prétendre, comme les disparitions. Ce ne serait plus de l'art, ce serait de la réalité. Mais le meilleur moment de mise en abîme de tout le film, l'une des plus belles phrases du cinéma qui définit une vérité sur cet art, c'est, encore une fois, la scène des révélations, qui est vraiment magnifique. Borden, après avoir tiré sur Angie, le tuant, lui explique toute l'histoire pour lui démontrer qu'Angie a fait toutes ces horribles choses pour rien. Ce qui surprend Angie, vu qu'en disant ça, Borden ignore pourquoi ils se sont battus tout ce temps. Les spectateurs connaissent la vérité. Le monde est simple, misérable, si figé d'un bout à l'autre. Mais si vous pouvez les duper, ne serait-ce qu'une seconde, vous les faites rêver. Cette phrase résume parfaitement la philosophie de Christopher Nolan, mais aussi le but véritable et pur du cinéma.
dupés. C'est la raison pour laquelle nous allons au cinéma. On veut qu'on nous mente, qu'on nous piège, qu'on nous fasse croire au faux. Et alors vous découvrez quelque chose de très spécial. C'est cette lueur dans leurs yeux. J'adore ce film, probablement plus que The Dark Knight. Nolan y crée un univers steampunk sombre entre la magie et la réalité d'un thriller, et il utilise à la perfection son univers de magicien, allant nous montrer la sombre vérité derrière cette magie qui disparaît une fois que le secret est révélé. Le plus beau, c'est que la narration labyrinthique n'est pas la raison de l'excellence de ce film, contrairement à Memento. L'histoire en elle-même est suffisamment forte, une vision chronologique n'aurait rien gâché, mais elle offre tout de même une force supplémentaire à la dualité entre Angie et Borden qui se lisent les uns les autres. Donc ce n'est pas complètement inutile. C'est juste que même sans ça, le film serait génial. Malgré sa qualité, pas mal de critiques ont exprimé une certaine frustration à ne pas comprendre certains éléments du film. Et croyez-moi, certaines critiques sont particulièrement débiles. Mais dans l'ensemble, les gens ont adoré, ce qui confirma le talent de Nolan à ceux qui le connaissaient que pour Batman Begins à cette époque. En parlant de Batman, rendez-vous demain où nous parlerons de The Dark Knight. Don't cry, my love, don't cry no more. A crashing sky, a roaring scream. Ta voix est ridicule dans Batman Begins. Oh ouais, bah toi t'étais nul dans X-Men 3 et t'as joué dans X-Men Origins Wolverine. Non. Et encore, je t'ai pas dit que t'étais réduit à un caméo dans le dernier X-Men. Non.